On parle de capital humain comme d'une ressource. Ici, on parle d'abord du travail, tel qu'il est réellement vécu dans les organisations et ses conséquences pour les individus. Le capital humain. Bienvenue dans Capital Humain, le podcast qui parle du travail en vrai pour aider les DRH et les dirigeants à avoir des actions concrètes et à impact dans leurs organisations. Chaque mois, j'échange avec des DRH et des salariés pour comprendre les situations de travail et identifier des actions concrètes qui vont prévenir les risques psychosociaux et améliorer la santé mentale au travail. Pourquoi ces sujets sont devenus centraux ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des obligations fortes en matière de prévention et de santé mentale au travail. Toutes les entreprises. Je suis Magali Siméon, cofondatrice de Lily Facilite la Vie, coach, et j'ai été dirigeante opérationnelle dans de grands groupes. J'accompagne les entreprises pour prévenir les risques psychosociaux et les aider à respecter leurs obligations en matière de santé mentale au travail, ce qui améliore aussi la productivité dans l'entreprise. Si ces sujets vous concernent, abonnez-vous au podcast. Et si ça vous intéresse, laissez-nous 5 étoiles. Ça permettra de le faire connaître à plus de DRH. Si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que les managers ne vont pas très bien dans l'entreprise, qui montrent même que certains ne veulent plus manager ou n'ont pas envie de devenir manager. C'est vraiment un problème parce que le manager, c'est l'ossature d'une entreprise, c'est le diffuseur de culture, c'est le diffuseur de la stratégie. Donc sans manager, c'est plus compliqué, voire même ça n'est pas possible. Et je suis absolument convaincue qu'on n'est pas manager, on le devient. Il y a un apprentissage. Et c'est aujourd'hui ce que va nous expliquer de façon très claire mon invité. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Baptiste. Salut Magali. Dis-moi Baptiste, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter et nous dire ce qui t'anime et ce qui te passionne ? Ah, c'est une bonne question. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Baptiste Bénézé, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 fils. Je suis ingénieur de formation. On va peut-être en reparler parce que ça a un impact sur ce que je fais au quotidien. Et surtout, je suis le cofondateur depuis 8 ans d'une boîte qui s'appelle Team Bakery, dont le métier est assez simple en réalité. C'est qu'on aide les équipes à mieux travailler ensemble, notamment en ciblant en priorité les managers et les experts qui passent manager. On va reparler de tout ça un peu en détail. Et ce qui m'anime au quotidien dans mon métier, c'est de comprendre les dynamiques d'équipe, de faire le lien entre technique et communication, qui est souvent un peu un chaînon manquant dans les organisations. On a des très bons techniciens, on a des bons communicants, mais voilà, ça coulisse pas forcément bien entre les deux. Voilà un petit peu ce qui est pour ma présentation. Écoute, merci. On va essayer, sauf dérapage incontrôlé, de répartir cet épisode un peu en trois parties. Je voudrais qu'on parle un peu de la situation du management en France aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe quand on devient manager. Et à quel moment on se rend compte que peut-être il manque des trucs. Et puis bien sûr, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, je voudrais que tu nous racontes ce qu'on peut faire justement pour que la situation s'améliore dans les entreprises. Alors, en France aujourd'hui, ma perception, et tu as le droit d'être tout à fait en désaccord, c'est qu'on n'est pas hyper fort en management et qu'on est plutôt en commande-contrôle qu'en management vraiment. Ouais, c'est un bon résumé. Effectivement, alors j'ai plus les derniers dates en tête, mais il y a des études, notamment des organismes publics, qui font un peu un instantané régulièrement de comment ça fonctionne le management chez nous et comment travaillent les équipes. Et on sent une souffrance, et c'est une double souffrance, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui se sentent pas bien managés, animés, cadrés, accompagnés. On peut mettre le verbe qu'on veut derrière. Et on se retrouve aussi de l'autre côté avec des managers qui ont souvent la sensation d'être entre le marteau et l'enclume, au milieu d'injonctions, alors elles sont pas toutes paradoxales, mais voilà, il y en a un certain nombre qui sont contradictoires. La plus classique en général, ceux qui résonnent bien, c'est on leur demande de devenir beaucoup plus agiles, mais en même temps de surtout pas oublier le reporting qui est prévu pour mardi soir. Du coup, effectivement, tout ça crée du dilemme, crée du paradoxe et crée une situation, alors je ne vais pas noircir le tableau plus qu'il n'est, mais effectivement un vrai questionnement sur, on sait que c'est un rôle clé dans nos organisations, ça je pense que c'est à peu près assumé,
Il y a une volonté de bien faire et je pense que c'est pas c'est pas volontaire s'il y a ces problèmes-là. C'est juste qu'il y a des contraintes structurelles, il y a des modalités aussi, il y a un environnement aussi où il y a beaucoup d'incertitudes. Et dans un monde qui est qui est très incertain, effectivement, le command and control ou on va dire le management qui a été théorisé post-taylorisme, c'est-à-dire je vais faire une grosse caricature, mais des années 90 où effectivement il fallait enfin 90 et encore 80-90 où il fallait que piloter de la croissance, de l'optimisation, bah en fait ça marche plus parce que effectivement faut faut un peu enlever les œillères et se poser des questions, réfléchir en collectif aussi, bah, pour s'adapter à ce monde un peu incertain qui est autour de nous. Donc là, on voit bien pourquoi il faut changer et pourquoi ça doit changer. Aujourd'hui, pour toi, manager, ça veut dire quoi en fait? Parce qu'on utilise tous ce mot, mais qu'est-ce que ça recouvre de ton point de vue? Ouais, alors c'est une super question parce que je l'ai régulièrement avec mes clients, parce qu'en fait les dispositifs qu'on propose, on en parlera peut-être un moment, on les adresse a priori plutôt aux managers et en fait souvent on se rend compte que il y a un peu, il y a un peu une confusion sur le terme. Moi, je mettrais derrière le terme de manager aussi bien le management hiérarchique tel qu'on le connaît. On a une équipe à animer, alors souvent fédérée autour d'une expertise d'ailleurs, mais aussi ce qu'on va appeler du management transversal, qui est pas très loin de la chefferie de projet en réalité, Ouais. qui va demander, donc qui va fédérer autour d'un projet, d'un objectif commun, une équipe pluridisciplinaire, pour lequel effectivement on va dire, qualités de communication, compétences de communication sont d'autant plus importantes bah, qu'on n'a pas forcément a priori un lexique commun, qu'on n'a pas forcément l'expertise de tout le monde, et qu'en même temps, on doit bah, réussir à aligner les énergies, à se parler des antagonismes aussi, à trouver un terrain d'entente, un terrain commun. C'est pour moi un peu tout ça le management. Quand je parle management, je parle aussi bien du management transverse et management très soft qu'un management qui est beaucoup plus piloté par de l'expertise ou piloté par on va dire un business commun ou un pôle d'expertise commun. Mais j'aime beaucoup cette idée que le management n'est pas forcément hiérarchique. Parce Mhm. que on est dans des entreprises françaises. Alors bon, si on met de côté les startups et encore, bon, en tout cas certaines startups, on est quand même dans des entreprises françaises très hiérarchiques et très hiérarchisées. Et en fait, ce que tu dis, c'est quand je suis chef de projet et que j'ai 5, 10, 15 personnes à faire avancer vers une direction commune, ça requiert des compétences de management en fait. Ouais. Et je pense qu'il y a un autre point qui, là, pour le coup, est en train de se développer, c'est que les managers se rendent compte qu'ils peuvent pas tout faire. Il y a un sujet de bande passante, il y a un sujet même d'expertise propre ou d'appétence propre, qui est de se dire, en fait, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus distribué dans les organisations. Et alors, c'est peut-être pas encore très, très populaire, mais il arrive que, effectivement, dans une équipe, ça soit pas forcément le manager qui soit le seul instigateur et pilote des rituels d'équipe, par exemple, Hmm. de certaines responsabilités transverses à l'équipe. Je pense notamment à tout ce qui va être capitalisation sur la connaissance commune, bonnes pratiques, méthodes. C'est des choses qui peuvent être partagées ou simplement animation d'une démarche de. Je suis désolé, il y a beaucoup d'anglicisme hein, quand on parle de Ouais. management, mais Bah de, oui. de test and learn, d'apprentissage en continu, euh, Mmh. qui peut être pas que délégué, mais qui peut être vraiment partagé au sein de son équipe. Et en réalité, les personnes qui s'occupent de ça ont aussi, d'une certaine manière, un rôle de manager. Quand, alors aujourd'hui, on va prendre ce que je vais appeler un cas d'école, mais qui va se nourrir de ton expérience. Donc, je travaille dans une entreprise depuis quelques années. Je suis une experte bien installée. Je suis promue manager puisque c'est toujours vu comme une promotion et comme une ascension. Et ça se grippe 2 ou 3 mois après. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a fait du business as usual, Mmh. c'est-à-dire qu'on s'est dit que le seul chemin pour grandir dans l'organisation est celui de passer manager. Mmh. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même d'autres trajectoires qui se développent. Je pense notamment, alors moi, je te le disais, je suis ingénieur
de formation, j'ai piloté des équipes d'ingénieurs et très vite, on s'est rendu compte et les ingénieurs eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils n'ont pas tous cette fibre-là, ou en tout cas, ils n'ont pas tous envie de la développer au même moment. Et pourtant, leur seniorité dans l'organisation grandit aussi. Donc, tu as des trajectoires aussi, juste pour expliquer que le manager n'est pas la seule façon de Mais oui, monter bien sûr. dans l'organisation. Tu as souvent des organisations matricielles qui se mettent en place, qui sont super intéressantes. Je te donne un exemple. Moi, je dirigeais une agence qui fait du développement d'applications mobiles, donc une structure très, très technologique. Et en fait, dans le pôle technique, j'avais deux chefs, entre guillemets, deux leaders. Un premier qui était patron de l'ingénierie et qui était d'une certaine manière le manager hiérarchique des ingénieurs, et une autre personne qui était CTO, donc qui était le directeur technique, qui avait aussi un rôle de leader dans l'organisation, mais pas de rattachement hiérarchique. Et lui, son job, c'était de faire rayonner notre équipe technique, donc de la mettre à niveau, de la former sur les dernières technologies. C'était aussi le visage externe du point de vue de nos clients, du point de vue de nos partenaires, même du point de vue de nos candidats, parce qu'il était très présent sur des conférences. Et en fait, cet attelage-là fonctionnait très bien. Petite digression, J'ai simplement pour dire que... exactement le même dans ma boîte Bon, aujourd'hui. très bien. Exactement pareil. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour revenir à ta situation, tu es experte, tu es nommé manager, et tu te rends compte que ça dérape au bout de quelques mois. Souvent, le message qui manque au moment où on est promu manager, alors c'est une très bonne nouvelle, il y a sans doute une augmentation salariale qui va avec, il y a une question de statut aussi, je pense, derrière le rôle de manager, et je pense qu'on a, enfin, tes auditeurs et tes auditrices RH ont aussi ce sujet comment dire, de valoriser des carrières techniques aussi, et de montrer, tu vois, dans l'exemple, en fait, si je prends très concrètement cet exemple-là, les deux personnes avaient le même statut dans l'organisation. Je vais dire une bêtise si je dis qu'ils avaient le même salaire, je sais pas exactement s'ils avaient le même salaire, mais ils avaient à peu près la même ancienneté, donc oui, je pense qu'on n'était pas très très loin. Et il n'y avait pas de concurrence entre eux, c'est-à-dire il n'y en avait pas un au-dessus de l'autre, ça fonctionnait très bien parce que c'était transparent aussi. Je reviens à mon point. Souvent, c'est qu'effectivement, dans cette profession, on oublie de dire un truc, c'est que mon quotidien va changer, mon métier va changer. Et il y a un truc qui est même limite de l'ordre du dilemme, c'est-à-dire que je suis nommé manager parce que je suis expert, mais en fait, en étant nommé manager, je redeviens novice. C'est-à-dire que Oui, je c'est dois vrai. apprendre un nouveau métier qui n'est pas le même. Alors, j'ai sans doute des bons assets à faire jouer, des bonnes bases à faire jouer. Mon expertise va me permettre, dès le démarrage, d'avoir une forme d'exemplarité dans l'équipe. Il peut aussi avoir un effet perverse de me dire, en fait, je me dis, en restant le meilleur expert, je vais devenir le meilleur manager. Fausse bonne idée, on peut revenir là-dessus. Le premier point, en tout cas, le premier truc qui manque, c'est de se questionner sur ce que c'est être manager dans mon équipe et quelle place j'ai dans mon quotidien pour animer mon équipe. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et pour te parler un petit peu de nous, ce qu'on met en place, on conçoit en fait des plans d'entraînement en 3 mois, 90 jours, pour justement ces experts qui passent manager. Le premier truc sur lequel on les fait travailler, c'est leur gestion du temps. Bien Ce qui est sûr. un basico-basique, mais en fait, ce qui est la, comment dire, condition indispensable pour créer du développement managérial. Si on n'explique pas aux gens dans leur semaine, il va devoir y avoir du temps dédié à ces sujets pour y réfléchir. On n'est pas en train de leur dire de tout de suite se bloquer des tonnes de réunions avec leurs collègues, mais simplement pour réfléchir à l'intention qu'ils veulent donner à la semaine et à avoir un peu de dispo pour les gens autour d'eux pour animer leur équipe. Les rituels, on pourrait revenir là-dessus en détail, mais même avant ça, c'est simplement de se dire, en fait, ma semaine, ça peut pas être que de la prod. Si c'est que de la prod, en fait, je suis pas manager. Je suis expert, senior, mais je suis pas manager. Donc voilà, ça c'est le premier truc. En général, on commence par ça, et si tu veux, sur un plan en 90 jours, en général, il y a 3 phases. Il y a une phase qui s'appelle s'organiser. On parle de gestion du temps, on parle du feedback, parce que pour nous, c'est l'arme de communication indispensable quand on veut se lancer là-dessus. Être capable de dire les choses et être capable de recevoir les choses qu'on nous a dit et les analyser correctement. Des rituels en équipe, point individuel. La deuxième phase, c'est plutôt un sujet autour de mobiliser mon équipe, donc fixation d'objectifs, délégation, savoir dire non, savoir aussi s'organiser ou gérer des conversations potentiellement difficiles, qui est un peu l'étage 2
de la partie feedback. Et la troisième phase, et seulement la troisième phase, c'est une forme, on l'a appelé développer, c'est une forme de leadership, comment je développe mon influence dans l'organisation, comment je développe le test and learn, quels indicateurs pour mon équipe, et ne pas oublier de célébrer ce qui se passe, qui nous permet nous aussi à la fin de les relancer sur un nouveau cycle. Le sujet derrière ça, c'est aussi un sujet de progressivité. C'est-à-dire que des gens qui sont experts, ils ont déjà des semaines bien remplies. Ouais. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver, et c'est ce qu'on n'a pas trop loupé avec ce plan-là, c'est de trouver un moyen pour que les marches soient accessibles et surtout les aider à créer des nouvelles habitudes en les suivant sur 90 jours, plutôt qu'en les prenant, en les sortant de leur quotidien, en les mettant 2 jours en formation, 3 jours, une semaine, même une journée, et puis derrière dire voilà, on vous a rempli la tête, à vous de jouer maintenant pour passer à la pratique. Non, ça, on sait que ça marche pas. On sait que c'est pas cohérent avec leurs conditions de travail, en tout cas leur contexte de travail, au quotidien. Il faut plutôt qu'on ait une approche qui mixe quelque chose de très autonomisant autour de ces checklists hebdomadaires, des rendez-vous tous les mois pour faire le point, voir où ça bloque, réajuster les choses en continu, mais voilà, sortir un peu du format salle de classe parce que ça ne marche pas en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que manager, c'est une posture plus qu'une méthode, et donc c'est un apprentissage et pas. Ouais, On peut lire des livres, mais ça va pas suffire. c'est un état d'esprit, c'est une forme de discipline aussi. Hein. Alors, Oui. les experts, c'est chouette pour ça parce que c'est souvent des gens assez analytiques. Donc, la discipline est déjà un peu là. Ils arrivent bien à décomposer un grand système, ils arrivent à se faire des petits to-do, ils aiment bien aussi le challenge de cocher leur truc à la fin de la semaine. Donc ça, c'est plutôt chouette, on s'appuie beaucoup là-dessus. Mais clairement, c'est un sujet d'état d'esprit, c'est un sujet de discipline, et puis surtout, si je dois prendre une métaphore, c'est du sport d'endurance, quoi. C'est sur la durée, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, si on veut pas se blesser, il faut y aller progressivement. Mais quand tu dis la première chose, c'est le temps, Ouais. Qu'est-ce que tu enlèves à un expert? Parce que souvent, il est promu manager, mais on lui enlève pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on trouve du nouveau temps dans une semaine? Ah, bah ça, c'est... Alors, il y a un vrai sujet, c'est comment dire, une sorte de de contrôle par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'à l'échelle, on lui apprend simplement à travailler, par exemple, à l'échelle d'une semaine, et de se dire, bah, en fait, à l'échelle d'une semaine, tu peux pas tout faire. Donc, c'est quoi tes 3 priorités de la semaine? Est-ce que tu as du temps à mettre en face de ces priorités? Sinon, bah, en fait, tu vas dans le mur. En fait, c'est juste pas cohérent. Donc, il y a un sujet de filtrage à faire sur ces priorités. Soit il le fait lui ou elle, soit il en parle à son manager aussi. C'est-à-dire, bah, en fait, j'ai du management maintenant, je sais que ça va me prendre 10, 15, 20, 30% de mon temps par semaine. C'est quoi les vrais sujets prioritaires? Donc ça, c'est, on va dire, plutôt un premier filtrage vers l'amont. Et puis, il y a un filtrage aval, c'est dire, je suis plus tout seul pour faire les choses. Donc, j'ai des gens dans mon équipe. Qu'est-ce que j'ai envie de déléguer? À qui je le délègue? Qu'est-ce que je mets en place comme mode de délégation? Est-ce que c'est plutôt une délégation ouverte où je donne en gros l'objectif final et puis à la limite le chemin, je m'en fiche un petit peu et je veux juste être tenu au courant de comment ça avance? Ou est-ce que c'est une délégation plus fermée? En général, on l'adopte avec des profils un peu plus juniors, un peu plus jeunes, qui ont un peu moins d'expertise, où là, effectivement, je vais plutôt décomposer tâche par tâche et puis le système de suivi que je vais mettre en place, où je vais décider avec mon collègue, va peut-être être un peu plus fin, tu vois, on va se voir un peu plus régulièrement sur le sujet. En réalité, il n'y a pas d'autre solution. Alors, on peut travailler la nuit si on a envie. À long terme, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non. C'est pas ce qu'on recommande dans ce podcast. Je ne le recommande pas non plus. Mais en tout cas, tu vois, je te donne déjà 2 pistes sur lesquelles on peut travailler. L'autre sujet, c'est essayer aussi de sortir du statu quo. On a toujours fait comme ça. Oui, je pense notamment à la thématique de la réunion. Oui, bien sûr. Qui, on est des latins, on aime bien se voir et c'est cool. Hein. J'adore ça, moi, parler avec des collègues aussi. La réalité, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin de tout le temps se voir pour avancer sur nos sujets. Qu'est-ce qui, dans nos réunions, peut être évacué? Déjà, est-ce que je suis invité? Enfin, si je suis invité à une réunion, est-ce que j'ai vraiment un rôle à jouer dans cette réunion? Sinon, demander au moins d'expliciter le sujet-là. Pourquoi je viens? Enfin, t'attends quoi de moi? Qu'est-ce que je dois préparer? Et c'est quoi l'intérêt?
Si c'est une sollicitation d'un collègue qui a besoin d'un coup de main sur un sujet, voir si ça peut pas rentrer dans un rituel préexistant. Typiquement mes points individuels que j'ai de manière récurrente dans mon agenda avec mes collègues. On a des points de contact prévus là-dessus. Et enfin, je pense que c'est un très bon héritage de tout ce qui a été mis en place en période Covid ou post-Covid, c'est d'essayer d'insérer un peu plus d'asynchrone dans notre quotidien. De se dire, en fait, on va peut-être pas faire des réunions d'1 heure, on va faire une réunion d'une demi-heure. Pardon. En revanche, on va arriver préparé avec tous les éléments. Et puis ça se trouve, en préparant les éléments, j'aurais peut-être juste à te dire, rouge ou bleu, quoi. Tu me prépares l'alternative et puis on décide ensemble, je te donne un coup de main. Et en fait, le point qu'on aurait mis 1 heure à traiter parce qu'il aurait fallu que tu m'expliques tout, si tu me fais une note, si tu prends, 10 minutes pour préparer une note et moi je prends 5 minutes pour la lire, en fait, on arrive au même résultat. Et donc, on a gagné 45 minutes. C'est clair. Donc c'est un vrai sujet. C'est pas pour ça, et je suis pas non plus, vraiment, je mets un peu d'eau dans mon vin et je modère mon propos. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout minuter et que faut faire la chasse à tous les moments informels et choses comme ça. Non, au contraire, c'est de se dire, si on veut de l'informel de qualité, faut que le reste soit plutôt bien calé. Et encore une fois, j'ai conscience que ce discours fonctionne plutôt très bien avec un public expert, parce qu'il y a cette logique quand même de, je vais pas dire de performance, mais de bonne utilisation du temps. Des métiers, par exemple, plus créatifs auront un tout petit peu plus de mal là-dessus, ou du moins, on va sanctuariser des temps de focus work, des temps de créativité, et ça fait partie aussi des gros blocs, parce que eux, leur priorité dans la semaine, c'est d'avancer sur, une reco pour un nouveau client. Si tu veux avoir une bonne reco pour un client, il te faut du temps pour réfléchir à cette reco, pour échanger. Et donc, cette partie-là de la semaine, elle va être inamovible, quoi, si c'est ça ta priorité de la semaine. Mais j'aime beaucoup cette idée que je pratique, moi, avec des dirigeants quand je suis en coaching, c'est que si on choisit où on est et si on est maître de son temps, on optimise ses chances de réussite. Voilà. Mais c'est une vraie discipline de vie, de choisir où on est. Oui, et encore plus à l'étage d'en dessous, où t'es souvent pas à l'origine des sollicitations. C'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure, c'est les injonctions paradoxales, elles viennent d'un peu partout. Donc toi, tu as quand même un rôle de protection, et encore une fois, je le dis, le but du jeu, c'est pas de se cacher derrière son agenda qui est booké dans tous les sens, c'est juste de prendre un tout petit peu de hauteur dans le flux. Pour faire ça, il y a une des techniques qui fonctionne bien, c'est de différencier la phase de capture de la sollicitation, capture de la tâche à réaliser, de quand est-ce que je cherche à la réaliser. Ça, c'est très dur quand tu as des experts, parce que tu as plutôt des bons élèves. Oui, absolument. Donc, on leur dit de faire un truc, et encore une fois, je ne juge pas, je suis comme ça. Oui. Mais on nous dit de faire un truc, je vais le faire tout de suite, comme ça, c'est fait, et on va penser que je suis génial ou que je suis super performant et tout. En fait, quand tu es manager, tu as besoin de prendre du recul et de te dire, juste de remettre les trucs au bon endroit, dans le bon niveau d'énergie aussi, et de te réserver peut-être des créneaux où tu n'es pas trop dérangé pour avancer sur des tâches de fond, type, ça peut être faire du développement, faire du design, mais ça peut être aussi, préparer un planning de charge ou un budget, tu vois, des trucs sur lesquels tu as besoin d'être mobilisé à 100%. En fait, il faut que tu aies des moments dans la semaine où tu peux avancer là-dessus, sinon c'est du temps perdu, quoi. Oui, en fait, quand on dit ma porte est ouverte, il faut aussi savoir la fermer. Ouais, ou alors ma porte, elle est ouverte cet après-midi dans la semaine, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, le reste du temps, vous gardez vos sujets, et puis, en fait, les conseils que je te donne sur la gestion du temps, nous, on invite vraiment les managers à les partager à leur équipe aussi. Oui, absolument. C'est des conseils de bon sens qu'on peut tous utiliser. J'ai une dernière question pour toi. Je sais, alors je vous recommande la newsletter de Baptiste, où j'ai piqué pas mal de choses. Tu parles souvent des communautés de managers. Ouais. C'est quelque chose que tu valorises. Alors, c'est ma dernière question. Pourquoi est-ce que c'est bien, une communauté de managers ? Pourquoi est-ce que c'est bien Et comment est-ce qu'on fait pour que ça soit bien aussi ? Il y a un peu les deux. Parce que... Ok, alors pourquoi c'est bien ? Moi, je te parle vraiment de mon expérience. J'ai été manager d'une équipe d'une 60aine de personnes pendant 6 ou 7 ans. Et en fait, à chaque fois que j'avais un sujet qui arrivait, tu sais, le classique Baptiste, je peux te parler sur Slack, où tu as ton cœur qui s'accélère. Tu sais que tu auras une conversation un peu compliquée. Tu sais pas encore ce que c'est. Et donc, la personne arrive, on discute. Donc, effectivement, tu as un sujet à traiter
il y a un problème de communication avec des clients, il y a un problème en interne, il y a quelqu'un qui veut partir, enfin, tu vois, les grands Mmh. classiques que tu peux avoir. Euh, la réflexion que je me faisais à chaque fois, alors tu as de l'émotion dans ces moments-là, mais je me disais, là, tu es en train de vivre un truc, je suis sûr que rien qu'à Paris, moi je suis basé à Paris, il y a peut-être 500 managers qui ont déjà vécu ce truc-là. C'est vrai. Et c'est quand même super relou de pas avoir un endroit où tu peux échanger, trouver de l'info et tu vois, juste peut-être taper la balle sur ce sujet sans forcément faire appel à un coach à chaque fois. Enfin, tu vois, c'est un truc Tout à aussi fait. très pragmatique là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment l'élément fondateur, le truc que moi j'ai vécu dans ma chair. Et je me suis dit, mais ça, faut. Et c'est un peu à la genèse de Team Bakery, hein, ce truc-là. C'est de se dire, bah en fait, faut qu'on arrive à sortir de cette forme d'isolement qui est très lié au statut aussi, parce qu'en fait, t'es manager, donc tu sais normalement. Enfin, Ouais. tu vois, t'es manager, et si tu Plus sais pas, censé, ouais, tu plus censé aller chercher de l'aide. t'as peur de. Enfin, t'as peur. Encore une fois, c'est en train de changer. Mais il y a une forme de vulnérabilité qui est dure à assumer, Mmh. notamment parce qu'on t'a fait confiance et qu'on t'a passé manager. Tu vois. Mmh. Donc, une fois que je t'ai dit ça, nous, on a créé, on a notre propre communauté qui s'appelle le Club Team Bakery, mais qu'on a décliné aussi de manière ad hoc pour nos clients. Je pense à Ouais. Renault, par exemple, qui travaille avec nous sur ce format-là, Petit Bateau aussi. Et là, l'enjeu, ça a été d'accompagner des boîtes donc, qui sont dans des phases de transformation, qui ont envie aussi de soutien intergénérationnel en tant que Mmh. manager, de Mmh. dire, mais en fait, on va les regrouper entre, je sais pas, 6 et 10 fois par an, format plutôt webinaire, couplé avec des rendez-vous physiques, tu vois, type café de manager, Mmh. pour creuser les sujets, mais creuser des sujets très liés à l'actu, notamment l'actu RH, management des entreprises. Les OK. classiques, fixation d'objectifs, revue de mi-année, revue de fin d'année, feedback, parler des augmentations, enfin voilà, ces Mmh. sujets-là, pour à la fois diffuser des conseils, mettre à disposition des ressources, des outils pratiques pour qu'ils passent à l'action, Mmh. mais surtout faire du partage de connaissances et faire du partage entre pairs. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, comment faire en sorte que ce soit efficace? Bah, c'est toujours pareil. Et alors, c'est là où mon cerveau d'ingénieur m'aide beaucoup, c'est de penser ça comme un produit à part entière, donc de repartir de nos clients Mmh. internes, les Mmh. managers. Et encore une fois, ce qui marche dans une organisation va pas forcément marcher stricto sensu dans l'autre, mais de dire, OK, c'est quoi la bonne fréquence? C'est quoi le bon calendrier éditorial? C'est quoi la bonne modalité? Est-ce Mmh. qu'on peut les regrouper? Est-ce qu'on peut pas les regrouper? Est-ce que si on les regroupe pas ou s'ils sont pas là, ils peuvent récupérer le truc comment dire, en replay? Ou est-ce Ouais. que le truc en replay, bah, en fait, ça vaut peut-être le coup de le transformer en podcast parce qu'ils sont souvent sur la route et donc du coup, on peut leur apporter tu vois, une petite capsule, un petit truc d'ancrage. Voilà. Est-ce que c'est pas couplé avec le développement de codev en interne de Ouais, dire, bien bah, en sûr. fait, Ouais, bien sûr. nous, on va donner l'impulsion, mais ça vaut aussi le coup là-dessus de libérer des énergies un peu plus en local et tu vois, qui se parlent des sujets. Et surtout, moi, je pense qu'il y a des trucs déterminants pour que ça marche bien sur la durée, c'est quelle boucle de feedback je mets en place pour Mmh. récupérer de l'info Mmh. sur qu'est-ce qu'ils ont pensé, ça leur a été utile, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et quelles initiatives ils ont eu en local. Le plus on prend ça et on le redistribue dans la machine, bah, le plus on monte l'utilité du dispositif et on donne envie aux gens de s'impliquer. Tu n'auras jamais 100% d'implication sur un format comme ça, mais je trouve, enfin en tout cas le feedback que nous on a eu sur les différentes initiatives qu'on a pu mettre en place là-dessus, c'est hyper valorisé par les managers de savoir qu'il y a ce rendez-vous qui est là, qu'il y a un endroit où ils peuvent venir partager sur leur sujet, où ils vont avoir la petite poussette pour passer à l'action, dire ah ouais c'est vrai, là faut vraiment que je parle des objets et qu'on construise la feuille de route, ah bah tiens, il y a un outil pour m'aider à faire ça, j'y vais, et puis en plus, j'ai mon ou ma collègue du service juste à côté qui l'a mis en place, donc qui va pouvoir m'aider à, tu vois, me donner un feedback ou m'orienter vers la partie de l'atelier qui est vraiment la plus intéressante pour nous. Donc, donc je suis convaincu que ça fonctionne. Je suis convaincu aussi que comment dire, que ça a un coût et que c'est un investissement. Ouais. Mais que c'est un bon investissement vu ce Ouais. que coûte. Enfin, tu vois, Mmh. je vais revenir 2 secondes sur l'expert qui passe manager. Quand ça se passe pas bien, c'est pénible pour plein de monde en fait. Bien C'est sûr, pénible pour c'est même lui, ça ouais. crée du désengagement. C'est même au-delà de pénible par moment mais comme beaucoup sur nos métiers, le coût de l'inaction est assez peu estimé.
On nous demande souvent quel est le ROI de nos interventions, et maintenant c'est ce que je réponds, ça vaut coup de quoi de rien faire. Hein. Ceux-là, Oui. on commence à les connaître. Ouais. Et alors, il y a un autre truc, c'est marrant, ce matin, j'étais à un événement sur le feedback, et il y a un truc que moi, par exemple, tu vas déployer un cycle de sensibilisation au sujet, formation au sujet, mettre en place des choses dans une organisation où peut-être le codir n'est pas forcément hyper en phase avec ce truc-là, c'est de montrer ça aussi comme un levier business. Globalement, si j'ai des clubs à l'aise à donner du feedback, à en recevoir, ils vont être plus à l'aise à aller vendre des trucs chez les clients ou dire au moins ça c'était pas prévu, faut qu'on voit ce qu'on peut faire et aller chercher d'autres choses. Donc c'est quoi ça? C'est du chiffre d'affaires en plus ou de la marge en plus. C'est pas des trucs que tu aurais fait si tu sais pas capable. Et de la même manière, il y a d'autres externalités dans une organisation. Je pense à tes partenaires, tes prestataires. C'est pareil en fait. Le type de conversation que tu as, et c'est marrant d'ailleurs, souvent les collaborateurs sont beaucoup plus à l'aise à donner du feedback à quelqu'un d'externe qu'à quelqu'un de l'interne. Oui, c'est vrai. Donc c'est coup double, quoi. Enfin, ça va mieux se passer, les gens vont lever la main, une culture d'apprentissage qui va se mettre en place. Et deux, si les gens sont à l'aise à donner du feedback à l'extérieur, tu vas gagner des points de performance. C'est assez évident. Baptiste, merci beaucoup pour ce partage. Merci Magali, c'était très dense. J'espère qu'on pourra tirer que les gens qui nous écoutent pourront tirer des petits enseignements. Tu l'as gentiment mentionné, c'est chouette. On a une newsletter où chaque semaine, alors j'ai un podcast aussi qui s'appelle Learning by Doing, où je parle de l'épisode de la semaine, mais surtout j'essaie de donner des conseils pratiques pour animer son équipe. Donc voilà, je sais pas si tu peux mettre le lien. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez Baptiste bien sûr sur LinkedIn, Baptiste Bénézé. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Baptiste. Merci Magali, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.